Ok, ici je vais faire un nouveau document. Masque et demi-transparence. Je vais rapidement aller faire bêtement une ellipse, un cercle en fait avec la touche majuscule. Je vais lui mettre aucune couleur de contour mais une couleur de fond. Donc ça vous allez pouvoir essayer après si vous voulez, je vous montre un peu la logique. Bien. Ok. Voilà. Et je vais dans la palette aspect. Fenêtre aspect. Je vais dupliquer ce fond plusieurs fois. Une fois, deux fois, voilà. Le fond qui est le plus au-dessus, je vais lui mettre un effet de décalage. D'abord, je vais aller changer sa couleur un peu, voilà. Lui mettre un effet de décalage, effet, tracé, décalage. Un décalage négatif, moins 40, essayons ça, voilà. Ok. Donc, j'ai bêtement pris un objet, si je résume depuis le départ, j'ai créé un cercle et j'ai mis, il y avait un fond, j'ai mis une couleur de fond et puis j'ai dupliqué ce fond. J'ai changé la couleur d'un des fonds qui était supérieur et je lui ai mis un effet de décalage. Sur le fond le plus au-dessus, je change encore la couleur et je vais lui mettre un autre effet de décalage. Effet, tracé, décalage. J'avais mis moins 40, on va essayer moins 70, voilà, moins 80. Ok. Ça, c'est une première chose. Je vais aller mettre sur le fond le plus au-dessus. Donc ici, les décalages négatifs les plus importants sont sur les fonds du dessus, logique. Hein. Je rétracte en quelque sorte les fonds, sauf le dernier, qui reste à sa dimension normale. Bien. Alors, ce que je veux montrer ici, c'est que sur le fond, ici, je peux mettre une ombre portée. Effet spécial, ombre portée. Et là, je vais m'approcher un peu de quelque chose de plus réaliste au niveau de l'effet. Effet spécial, ombre portée, ça se met sur ce fond-là. Je peux réduire l'opacité ici un peu si je veux. Je peux augmenter la dimension de l'ombre, la décaler, l'atténuer. Bon, ok. Ok. Cette ombre portée qui s'est mise là, sur le fond gris, je vais faire une copie sur le fond brun et sur le fond beige. Donc avec la touche Alt, je déplace. Avec la touche Alt, je déplace encore. Et voilà, vous avez des effets spéciaux un peu 3D avec du relief. Ça fait penser un peu à du papier, peut-être, du papier découpé. Ça peut être très sympa. Mais pour que ça ressemble vraiment à du papier découpé, je vais faire ceci. D'abord décaler, copier ça pour qu'on garde pour la démonstration les différentes étapes. Alors je vous montre, ça vous arriveriez à refaire ça quand même. Hein. C'est bêtement 3 fonds sur le même objet, 3 fonds avec un effet de décalage en fait. Hein, différent sur les 2 fonds supérieurs. Et des ombres portées sur les 3 fonds. Bien. Alors, je sélectionne l'objet, je clique sous tout, et je vais appliquer un effet de bruit en fait. Les effets Photoshop sont séparés du reste par une ligne. Tout ce qui est en bas ici sont des effets Photoshop qu'on peut appliquer sur des objets vectoriels malgré tout. Effet. Alors, le bruit, où est-ce qu'il est, Bon, il faut que je trouve un effet de grain. Oui, effet texture grain, je vais aller vers ça. Bon, oui, c'est pas exactement ce que je cherchais, mais... Où est-ce qu'ils sont les bruits? Grain photo peut-être. Voilà, grain photo, ce sera bien. Effet artistique, grain photo, voilà. Ok.
Et donc, tout ça pour donner un effet naturel, en fait, hein. Ça a été un gros reproche à Illustrator pendant des années, c'est qu'on voyait que c'était vectoriel, ça faisait infographie, c'était un peu froid. Eh bien, grâce aux aspects, vous allez pouvoir faire des objets qui ont l'air d'être un peu plus naturels, en fait, hein. Et donc, celui-ci, qu'est-ce que je vais faire avec dans les préférences générales, mise à échelle des contours et des effets est coché, c'est parfait. Je vais leur dimensionner à la dimension à laquelle je vais utiliser sur les objets. OK. Et je vais en faire un style graphique et tester ça sur du texte éventuellement. Donc style graphique, voilà. Donc pour appliquer l'effet spécial, il a fallu que je fasse le texte très grand et ça fonctionne en fait, hein. Donc il est prévu pour fonctionner sur du grand texte, quitte à le réduire après en faisant la mise à échelle du contour et des effets. Quitte à réduire le texte après en faisant la mise à échelle du contour et des effets. Il y en a certains de textes avec lesquels ça donne assez bien. Bon, ce genre de style graphique est, voire même beaucoup mieux que ça, vous allez trouver gratuit sur le web, il suffit de chercher et l'utiliser, voire même adapter un peu. Alors, je vous montre dans le navigateur deux exports pour le web que j'ai réalisés au départ de ce qu'on a fait hier soir. Voilà. Donc, au niveau du nombre de pixels, c'est la même chose. Là, il y a quand même une différence. OK. La différence, c'est qu'au moment de l'export au départ de Illustrator, les paramètres de pixelisation n'étaient pas réglés de la même manière. Donc même si au final vous obtenez une image qui a le même nombre de pixels, vous avez intérêt au moment de l'export à augmenter les paramètres de pixelisation. Alors si vous avez toujours votre document d'hier, vous pouvez l'ouvrir, sinon je vous montre ici. Ok, bon. Alors je vais tester éventuellement avec une copie de cet objet-là, que je vais mettre ici. Donc je l'ai déplacé avec la flèche noire et la touche Alt enfoncée pour faire une copie à cet endroit-là. Pour indiquer que je ne veux exporter que ça, je vais aller créer un nouveau plan de travail au départ, autour de ça. Voilà. D'accord, avec l'outil plan de travail, voilà le deuxième plan de travail. Et c'est celui-là que je vais exporter. Actuellement, les paramètres de pixelisation sont en... Si je vais voir dans le menu Effets, paramètres des effets de pixelisation, je suis en 72 pixels par pouce. Je fais un enregistrement pour le web, fichier enregistré pour le web. Voilà, donc on voit que la taille ici sera de 580 sur 580. Je vais faire un export en PNG 24 tant qu'à faire pour avoir de la transparence multiniveau. Ok, et je vais appeler ça cible. Cible paramètres de pixelisation des effets 72 ppp. Ça c'est juste pour la démo ici que j'indique ça, hein, pour que quand vous retrouvez le fichier après, vous sachiez à quoi ça correspond. Et alors on avait dit, j'avais vu que c'était du 580 pixels sur 580 pixels. Enregistré. Je vais maintenant augmenter dans le menu des paramètres des effets de pixelisation, j'augmente les paramètres. Alors voyons à 150, qu'est-ce que ça donne? Ça devrait normalement recalculer les effets. Voilà, oui, ça recalcule. Voilà. Ça, c'est l'aspect que ça a à 150 pixels de rendu des effets.
Si je monte plus haut, dans mon menu effets, paramètres des effets de pixelisation, je monte à 300 pixels par pouce. À chaque fois, ça devrait prendre plus de temps. Faire le rendu à 300 pixels par pouce devrait prendre plus de temps qu'à 150. Voilà. Alors, je fais l'export, l'enregistrer pour le web, enregistrer pour le web, toujours en PNG 24, toujours la taille ici, que je pourrais modifier en pourcentage si je veux, bien sûr. Enregistrer. Donc, cette fois-ci, je vais l'appeler cible. Paramètre de pixelisation des effets, c'était du 300 ppp. Avec toujours 580 pixels sur 580 pixels de sortie. Donc la seule différence par rapport au précédent, c'est les paramètres des effets qui sont à 300 au lieu de 72. Bien. Donc quand je vais dans mon dossier, je vais aller demander d'ouvrir ça dans un navigateur web. Ok. Bon. Et voilà donc la différence entre les deux. Le 72. Le 300. Donc en fait, en faisant ça, je pratique le suréchantillonnage. Le suréchantillonnage, ça veut dire que j'envoie vers la sortie plus de pixels que nécessaire. Il y a un calcul de réduction du nombre de pixels qui s'opère et les pixels résultants sont plus représentatifs de ce qui était réellement au départ l'image bien précise. J'ai suréchantillonné, j'ai donné plus que nécessaire en entrée à la boîte d'exportation pour le web. Bon, ben, je vous laisse tester ça éventuellement. Ok, pendant que vous testez, je vais refaire un export, mais en demandant cette fois-ci un pourcentage de réduction. Voilà, 10% de la taille. Voilà, voilà. Évidemment, le grain ne se voit plus trop là. Peut-être 20%. Oui, pour garder quand même un peu de grain. Ok. Oui, comme d'habitude, le double-clic sur la loupe pour passer à l'échelle 100% pour l'avoir à la taille qu'elle aura réellement. Donc, ça va être cible. Paramètre de pixelisation des effets à 300 pixels par pouce. Et là, on est à du 116 sur 116 pixels. 116 sur 116 pixels. Je refais la même chose en ayant gardé les paramètres qui étaient proposés par le document pour le web, c'est-à-dire 72 pixels par pouce. Toujours réduction à 20%. Voilà. Et c'est du 116. Ok.
c'est sur 116. Visiblement, le deuxième export là a foiré au niveau de la réduction. J'ai dû faire une erreur. Ouais. Allez, je recommence. Tiens. 10, 20. Bon, il y avait un problème de cache dans la boîte d'exportation, visiblement. Il ne m'avait pas réellement fait, je l'avais vu, qu'il n'avait pas redimensionné réellement quand j'avais demandé 20 ici, 20%. Bon, je suis passé à 10, puis je suis repassé à 20, et là, leur dimensionnement s'est réellement fait. Donc, certainement un problème de cache dans l'export, ici. Ok, donc je vais réécraser le fichier. Voilà, cette fois-ci, je vais pouvoir faire la comparaison. Ok. Le résultat est moins catastrophique que tout à l'heure, vu que demander une réduction à 20% réduit le nombre de pixels. Donc j'ai démarré à gauche de paramètres d'effet de pixelisation à 72 pixels par pouce et à droite à 300. Mais comme j'ai réduit le nombre de pixels par 25 en demandant une réduction à 20%, ça a noyé en quelque sorte le grain du 72 pixels par pouce. Malgré tout, la version 300 pixels par pouce est quand même plus lisse ici. Si je la compare avec la version... Donc la version 300 pixels par pouce est quand même plus propre que la version à 72. Donc dans Illustrator, vous pouvez très bien travailler avec le paramétrage qui est proposé par défaut, le 72 pixels par pouce. Au moins ce sera rapide, hein. Vous pourrez faire des choses complexes, mais si votre ordinateur est un peu lent, pas très récent, ça va quand même fonctionner. Parce que ça peut devenir très vite très lourd, Illustrator. C'est pas pour rien qu'on peut faire appel au processeur de la carte graphique. C'est un logiciel qui est devenu aussi lourd que Photoshop en demande de ressources informatiques. Et donc voilà, vous pouvez travailler comme ça en 72 pixels par pouce, et à la fin, quand tout est fini, vous remontez les paramètres des effets de pixelisation et vous exportez. Que ce soit vers le PDF, vers n'importe quel format, les paramètres des effets de pixelisation auront une influence en fait, hein. Donc c'est pas vraiment comparable à ce qui se passe dans InDesign pour ceux qui connaissent, où là dans InDesign d'office, quand on charge des images, elles sont un peu pourries parce que c'est des images d'aperçu, mais quand on exporte, ça passe outre de ça d'office. Ça utilise d'office les bonnes images, les hautes définitions. Ici pas. Ici, les paramètres des effets de pixelisation, il faut vraiment les remonter au moment de l'exportation. Ok, donc on va ici étudier ce qu'on appelle les tracés transparents. Rien à voir avec la transparence telle qu'on l'a vue jusqu'à présent, c'est-à-dire modifier le degré de transparence d'un objet, d'un fond, et aussi le mode de fusion. Non, ça c'est autre chose. Ce qu'ils appellent ici en français tracés transparents dans Illustrator, ce sont des objets qui ont des trous. En fait, le terme français n'est pas très bon. Le véritable terme qui est bon, c'est tracé composite. En anglais, compound path. Donc, c'est deux tracés qui font le même objet.
il y a le tracé extérieur qui fait l'objet, il y a l'intérieur qui fait le trou. Enfin, 2 tracés, ça peut être 3, 4, 5, 6. Ok, ben, on va tester ça avec un des objets qu'on a réalisé précédemment. Donc je vais reprendre ma petite cible ici, éventuellement, avec la touche Alt, je vais la déplacer ici. Voilà. Donc on est d'accord, on n'a qu'un seul objet, on a l'impression d'en avoir 3 superposés, mais ce sont les fonds qu'on a été créés dans la palette aspect qui créent cette illusion. Des fonds avec du décalage sur 2 des fonds pour qu'ils se rétrécissent. Bien. Je vais tracer par-dessus ça un rectangle. Puis je vais sélectionner les 2 objets avec la flèche noire. Je fais un rectangle de sélection, les 2 objets sont sélectionnés. Donc, dans la palette des calques, j'ai 2 objets. Le rectangle et le rond ici. Moi, pour simplifier les choses, je vais peut-être créer un calque ici, dans la palette des calques, en cliquant sur le bloc de feuilles et transférer d'un coup ces 2 objets vers le calque que je viens de créer. Faites ça aussi, surtout si vous ne connaissez pas bien Illustrator, c'est l'occasion de découvrir quelque chose. Comment transférer rapidement des objets d'un calque à l'autre. Donc j'ai cliqué sur le bloc de feuilles dans la bas de la palette des calques, j'ai 2 objets qui sont sélectionnés sur le plan de travail. Je vais prendre le petit carré qui se trouve sur le calque et le déplacer sur l'autre. Et voilà, les objets ont été transférés d'un calque à l'autre. C'est comme ça qu'on transfère facilement des objets d'un calque à l'autre. C'est le déplacement du petit carré qui apparaît sur le calque, à côté du nom du calque. On le déplace, le petit carré. Donc il est là quand certains des objets sont sélectionnés. Donc je vais en arrière, je fais commande Z pour vous montrer que j'ai donc 2 objets du calque 1 qui sont sélectionnés et j'ai un carré ici. Le carré est petit. Vous voyez qu'il est petit, ce carré. Pourquoi? Ça indique que tous les objets du calque ne sont pas sélectionnés. Si je déplace les 2 objets-là vers l'autre calque, le carré est grand pour indiquer que tous les objets de ce calque sont sélectionnés. Ben, il n'y en a que 2 en fait. Hein. Voilà. S'il n'y en avait qu'un qui est sélectionné, le carré devient petit. Quand il y en a 2, touche majuscule, pour activer les 2, pour sélectionner les 2, ben, le carré est grand. Voilà. Alors, comme vous vous en doutez, si je fais la même opération de déplacement d'un objet d'un calque à l'autre, mais en enfonçant la touche Alt, en fait, je fais une copie de l'objet. L'objet original reste sur le calque original et se copie sur le nouveau calque. Je ne vais pas le démontrer ici, mais mettez ça dans un coin de votre tête que ça fonctionne comme ça. Et au passage, vous voyez que certains objets ont une cible grise. Ça indique que dans la palette aspect, on a été modifier l'aspect. Ne fût-ce qu'ajouter un fond dans la palette aspect, ça va faire en sorte que la cible de l'objet ici est grisée. Eh bien, ça fonctionne de la même manière en fait. Hein. On peut déplacer un effet spécial d'un objet à l'autre. Vous le voyez que je déplace ici l'effet du rond vers celui-là. Ça veut dire que, ben oui, ça se voit d'ailleurs ici, hein, mon disque reprend sa couleur sans effet spécial et mon rectangle attrape l'effet spécial. Ici, c'est mon disque qui a l'effet spécial et le rectangle qui ne l'a pas. Si j'enfonce la touche Alt, j'ai copié l'effet spécial d'un objet à l'autre. Très intéressant aussi. Ça. Donc, c'est avec les options de décalage et tout, on peut le faire comme ça. Donc, c'est l'effet spécial qui est sur le cercle, mais peu importe quel est l'effet, hein, ça peut être une ombre, ça peut être du décalage de fond, ça peut être des contours multiples, peu importe l'effet. Dans la palette des calques, on peut transférer rapidement un effet d'un objet vers un autre
en déplaçant la cible. Ah, ok, donc le grisé, ça veut dire. Le gris, ça veut dire qu'on a fait quelque chose dans la palette d'aspect. Ah, ok. Eh oui. Ça veut dire. C'est parce que c'était sélectionné en fait. Non, parce que on peut sélectionner des objets. Je vais revenir en arrière là. Voilà. Donc je peux très bien sélectionner mon objet rectangle. La cible est double là, hein, mais elle n'est pas remplie de gris. Si je sélectionne mon objet cercle, la cible est double, elle est remplie de gris parce qu'il y a un aspect. Donc ça ne veut pas dire que c'est sélectionné qu'il y ait du gris, ça veut dire qu'il y a un aspect dans la palette aspect. Et mon rectangle n'en a pas, il est basique au niveau de son aspect. Je n'ai pas été ajouter des fonds ou autre chose dans la palette aspect. Ok, donc touche Alt, je déplace d'un objet à l'autre et ça transfère une copie de l'aspect. Donc jusqu'à présent, quand on voulait transférer un aspect d'un objet à l'autre, on est passé par la palette des styles graphiques. On a d'abord enregistré l'aspect dans la palette des styles graphiques et puis on est allé activer l'autre objet et on a été dans la palette des styles graphiques, cliquer sur le style. Vous pouvez aussi transférer comme ça, donc faire en sorte que certains objets reçoivent un aspect comme ça. Les deux sont complètement indépendants en fait. Les deux objets, je pourrais à partir de là les faire évoluer différemment. On y reviendra. Donc les styles c'est mieux en fait, la palette style graphique c'est mieux dans certains cas. Voilà, donc c'était quelques petites astuces. Au passage, ça n'a pas un grand rapport avec l'exercice des tracés transparents, mais la manipulation des objets dans les calques, il fallait qu'on en parle. Voilà, c'est fait. Alors, dans la palette style graphique, mon style, il a été stocké. Il est là. Donc, pour l'opération que je vais faire ici, peu importe quelles sont les couleurs qui sont sur mes objets. Waouh. Là, je voulais changer la couleur du rectangle, mais ça n'a changé qu'un des fonds, parce que dans la palette aspect, il y a certainement un des fonds qui est spécifiquement en surbrillance. Non. Et ça ne change que le premier fond, en fait. Ok. Ah ben oui, ça c'est intéressant aussi. Décidément, il y a plein de choses intéressantes. Vous voyez, j'ai un objet qui a un aspect complexe. Je veux le réduire finalement à un objet qui n'a pas d'aspect complexe, qui a un fond coloré tout simplement, un rectangle basique. Donc ce que je fais, c'est sélectionner mon rectangle, mettre la case de fond en avant-plan et aller changer la couleur. Mais sauf que ça n'agit que sur le premier fond qui existait quand j'ai créé l'objet, celui-là. On va le modifier directement dans l'aspect du fond. Si, on aurait pu aussi, mais mon but c'était d'appliquer une couleur unie, d'oublier complètement qu'il y avait eu un style, un aspect spécial sur cet objet, revenir à un aspect plus basique. Et ça ne fonctionne pas. Donc la solution, c'est quand cet objet est sélectionné, de retourner dans le menu de la palette aspect et de dire que j'efface l'aspect. Voilà. Et donc mon rectangle n'a plus aucun contour ou aucun fond. Bon, j'annule ça parce qu'il y avait l'autre option qui pouvait marcher aussi. Dans le menu de la palette aspect, réduire à l'aspect de base. À ce moment-là, j'ai un fond. Mais un seul fond. C'est vraiment comme si je venais de créer le rectangle, il est tout basique dans Illustrator. Donc très intéressant aussi ceci. Hein. Si vous voulez vous débarrasser d'un style que vous avez mis, d'un aspect, voilà, c'est une solution. Il y a certainement encore l'autre solution, c'est de passer par la palette des styles graphiques. Oui, en effet, quand vous avez un style graphique sur un objet, vous pouvez réappliquer l'aspect de base par défaut, voilà ici, celui-là. Ok. Donc 3 solutions pour simplifier un objet à un certain moment, se débarrasser rapidement de tous les fonds, contours, etc. qu'on aurait mis.
Bon, alors, peu importe en fait quel fond qu'il a, parce que de toute façon, à la fin, je vais pouvoir lui réappliquer le style graphique. Je vais sélectionner donc les deux objets qui sont dans un calque seul. Et là, on voit clairement qu'on a deux objets distincts. Et je vais faire en sorte que ces deux objets distincts arrivent au même niveau de construction dans Illustrator. Ils ne vont plus faire qu'un seul objet. Et pour faire ça, je vais dans le menu Objet, Tracé transparent, Créer. Objet, Tracé transparent, Créer. Et voilà, tiens, ça a pris l'aspect du cercle qui était en dessous. Le cercle d'en dessous avait gardé son style graphique. Et donc le nouvel objet s'appelle Tracé transparent. On le voit dans la palette des calques. Il est entouré de signes inférieurs-supérieurs, ce nom. Ça indique que c'est Illustrator qui a créé cet objet. C'est un objet qui a été créé par Illustrator. Vous avez fait bosser Illustrator. Quand vous voyez des objets avec ce signe inférieur-supérieur qui entoure le nom, ça indique que c'est Illustrator qui a créé cet objet. Et donc on a bien un objet avec un trou. Oui, c'est un... Ça n'indique pas qu'il y a un masque? Parce que quand c'est transparent, Non, il n'y a pas de masque ici. Ce n'est pas un masque, ce sont deux objets au même niveau. Et là où ils se superposent, ils s'annulent au fait. Bon. Mais concernant ces signes inférieurs-supérieurs, vous vous inquiétez pas. Vous allez souvent voir apparaître ça, notamment quand on crée... Est-ce qu'on n'avait pas déjà vu ça avec la peinture dynamique hier? Quand ce sont des objets qui sont issus d'une technique Illustrator, voilà, une opération qu'on a faite, vous allez souvent voir apparaître ça en fait. Mais surtout, il n'y a pas à s'inquiéter pour ces balises inférieures-supérieures. Vous faites comme si elles n'existaient pas, ça ne vous intéresse pas en fait. Si j'en parle ici, c'est justement pour dire qu'il ne faut pas s'en occuper. Que c'est normal, ça fait partie d'Illustrator. Ok, donc deux objets qui sont au même niveau, ils ne font qu'un seul objet, ils s'annulent. Et je peux manipuler chaque objet séparément. Il ne s'agit pas d'un groupe en fait, je ne peux pas ouvrir. Mais par contre, je peux, avec la flèche blanche plus, aller à déplacer un des objets par rapport à l'autre. Bien entendu, dans Illustrator, vous aviez compris, je pense, que si après avoir utilisé la flèche noire, tout est sélectionné, j'essaye d'aller chercher la flèche blanche plus ou la flèche blanche, ben, ça continue à bouger tout, parce que tout est sélectionné. Il faut cliquer à côté pour dire qu'on désélectionne, puis il faut revenir bouger la chose qu'on veut bouger. D'accord? C'est comme ça que ça marche dans Illustrator, hein, et dans InDesign aussi d'ailleurs. C'est le B à bas. Si vous venez d'utiliser la flèche noire, tout est sélectionné. Vous voulez utiliser la flèche blanche ou la flèche blanche plus, vous êtes obligé de cliquer à côté pour désélectionner avant d'utiliser. Bien, alors si on fait déborder, ben, ça fait un truc bizarre. Ben oui, parce que là où les deux objets se superposent, ça fait un trou. Mais je pourrais même sortir un objet, c'est pas interdit, complètement de l'autre. Voilà. Et on a l'impression de voir deux objets indépendants. Mais sauf que dans Illustrator, c'est un seul niveau. Tiens, ça ne s'est pas remis à jour. Ok. Si je ramène l'objet là, voilà, là où ça se superpose, ça fait un trou. C'est une très vieille technique dans Illustrator, le tracé transparent, donc le tracé composite. Et avec un effet, un style graphique comme celui que j'ai fait, ça devient visuellement intéressant. Alors que c'est vraiment super basique. Si je réduis ça, je sélectionne avec la flèche noire, je réduis à l'aspect de base, on a vraiment quelque chose de très basique. Je peux changer la couleur de contour, augmenter l'épaisseur du contour, voilà. Bon, pas extrêmement intéressant, mais dès qu'on développe des aspects intéressants,
des styles graphiques intéressants, ça peut tout de suite, cette forme basique, devenir plus parlant, plus utilisable. Le style graphique que j'avais stocké avait un contour plus petit en fait. Je viens de le réappliquer et le contour est plus petit que tout à l'heure. C'est pas grave. Vous connaissez le système, de toute façon. Dans les préférences générales, en ayant mis à échelle des contours des effets décochés, je peux redimensionner l'objet et à un certain moment choisir l'aspect de l'objet qui me convient. Voilà, si c'était ça que je voulais, je l'ai redimensionné vers le bas. Maintenant, dans préférence générale, je recoche mise à échelle des contours et des effets et je mets l'objet à la dimension que je veux. Les effets se redimensionnent cette fois-ci. Voilà. Ça aussi, c'est un truc intéressant à connaître. Ce ne serait pas complètement inintéressant à un certain moment, quand vous avez un moment creux, d'aller jeter un coup d'œil sur le Wikipédia de Illustrator, où on liste, comme pour tous les logiciels d'ailleurs, l'historique des évolutions. Peut-être pas dans la version ici, la version anglaise sans doute. Voilà. Voilà. Dans la version anglaise de Wikipédia, on liste les évolutions et voilà, donc novembre 2001, version 10 de Illustrator. Le Pathfinder apparaît. C'est vraiment un vieux logiciel qui date de janvier 87. Moi j'ai commencé avec celle-là, mais ça ne vous intéresse pas de toute façon. 88. Mais c'était pas en 88. J'ai commencé plus tard avec une version. L'école n'avait pas mis à jour son logiciel. Bon, c'était en 91, mais c'était la version 88. Ok. Donc le Pathfinder, ben, on va l'utiliser parce qu'il fait la même chose. Menu fenêtre Pathfinder. Bon, ça se prononce Pathfinder, hein, si vous pouvez, pour les trucs les plus courants, prononcer correctement, c'est bien. Pathfinder, oui. Ça veut dire éclaireur, ça veut dire celui qui trouve le chemin. C'est un truc qui vient des scouts et tout ça, hein. Des scouts et de l'armée, évidemment. Voilà. Alors, je vais recommencer l'opération avec deux formes ici. Un rectangle, un cercle que je superpose. Faisons simple ici hein, pour la démo. Je sélectionne les deux. Et dans le Pathfinder, vous avez une option qui ressemble à celle qu'on connaît. Ce qu'on vient d'utiliser, c'est exclusion. Comme on le voit, ça représente deux formes qui, là où elles se superposent, ça fait un trou. Donc ces quatre icônes qu'on voit ici, mode de la forme, c'est ce qu'on appelle les opérations booléennes, que beaucoup parmi vous connaissent évidemment. On additionne, on soustrait, on ne garde que l'intersection, ou là où ça se superpose, ça fait un trou. Bon, c'est ça qui nous intéresse. Ici, l'avant-plan, arrière-plan n'a pas d'importance en fait. Hein. Quel est l'objet qui est au-dessus, quel est celui qui est en dessous, n'a pas d'importance parce qu'ils sont tous ramenés au même niveau. Et là où ils se superposent, ça fait un trou. Là où l'avant-plan, arrière-plan va avoir de l'importance, c'est peut-être pour une opération ici, soustraction avant moins arrière. Ouais. Ceci dit, si on demande... est-ce qu'on a arrière moins avant quelque part? Non. Tiens. Ce serait dans InDesign que j'ai vu ça alors.
Oui, donc voilà, oui, dans ce cas-là, soustraction, l'avant moins l'arrière, là, l'empilement des objets aura de l'importance. Mais pas pour ce qu'on vient de faire ici. Ok. Donc le Pathfinder, ben, vous fait la même chose exactement. Avec la flèche blanche plus, je peux aller cliquer à côté, puis venir cliquer sur mon cercle, le bouger, là où, voilà, là où ça se superpose, ça fait un trou, et pas là où ça déborde. Voilà. Ok, je continue. Je vais ici créer un rectangle à nouveau et un cercle. Mais cette fois-ci, le cercle, je vais le faire déborder en dehors du rectangle. Et je sélectionne les deux. D'accord? Avec le Pathfinder, je vais pouvoir faire quelque chose qui n'était pas possible par objet tracé transparent. La couleur n'a pas d'importance, puisqu'à la fin, ça va être un seul objet et je ne pourrai mettre qu'une couleur de toute façon. Donc, objet tracé transparent créé, ça servait à faire cette fonction-là du Pathfinder, l'exclusion. Mais il y a plein d'autres options, notamment la réunion. En ayant mes deux objets sélectionnés, je clique sur le bouton Réunion et je vais donc créer un objet complexe. Les deux objets ont été réunis en un seul, un objet complexe. Ça, c'est exactement ce que j'aurais obtenu si j'avais dessiné à la plume cet objet. Le cercle a disparu. Le résidu du cercle, c'est juste la boursouflure sur le rectangle, là. On est d'accord? Je refais l'opération similaire. D'abord un cercle, voilà, avec un rectangle. Je sélectionne les deux. Et je vais utiliser la même fonction du Pathfinder. Sauf que ici, je vais enfoncer la touche Alt au moment où je clique sur cette icône. D'ailleurs, les infobules, il faut vraiment les utiliser. Elles vous révèlent parfois des choses. Option clic pour créer une forme composée. C'est ça qu'il est écrit, je pense. Je vais le mettre ici pour mieux voir. Voilà. Bon, de toute façon, ouais, on va le faire. Touche Alt, je clique sur Réunion. Et visuellement, j'ai la même chose que ce que j'avais là. La différence, c'est que le cercle est resté un cercle et je peux, avec la flèche blanche plus, le bouger. Alors que là, le cercle a disparu. Il reste juste la forme de boursouflure sur le bord du rectangle. Donc c'est la touche Alt et ça fonctionne aussi pour les autres fonctions ici du Pathfinder. Ah oui, voilà la soustraction d'ailleurs, que je cherchais tout à l'heure. Voilà, et ça c'est la soustraction inverse. Bon. Bon, mais voilà, une forme composée. À un certain moment, d'abord je vais aller voir dans la palette des calques, qu'est-ce que ça m'a créé. Dans la palette des calques. Ok. Je vais le transférer là. Voilà. Celle-là, je vais la transférer là. Voilà. Ok, donc ça c'est le premier, le réunion sans enfoncer la touche Alt, c'est un seul objet, un tracé. Ça c'est le deuxième, en enfonçant la touche Alt, c'est un groupe qui s'appelle forme composée dans lequel je trouve mon rectangle et mon cercle. Donc voilà, c'est une forme composée. À un certain moment, parce que je veux aller plus loin dans Illustrator sur cette forme et que je ne sais pas le faire comme ça, je peux la retransformer en une forme unique en cochant décomposer ici. Voilà. Ou alors en allant dans Objet, décomposer l'aspect. Oui, ça marche aussi. Objet, décomposer l'aspect, c'est la même chose. Et donc, ça m'a transformé
mon groupe de formes composées en un groupe normal qui contient le tracé. Donc oui, ça c'est le genre de choses qu'Illustrator va vous faire assez souvent. Une fois que vous décomposez des choses, il reste des groupes qui ne servent à rien. En fait, un groupe qui contient un objet, c'est un peu ridicule. Ok. À partir de là, il suffit de faire objet dissocié et le groupe a disparu en fait. Sinon, j'aurais pu sortir l'objet du groupe et jeter le groupe aussi, bien entendu. Sortir l'objet du groupe comme ça dans la palette des calques. Et puis jeter le groupe. Il n'y a même pas besoin de le jeter, il a disparu tout seul. Un groupe vide disparaît. Parfait. Ok. Donc, 3 objets ici. 3 objets. Option division du Pathfinder me crée plein d'objets. Là où les objets s'intersectionnent, ça crée des formes. Donc, Ça, c'est division, c'est le premier. ça, c'est division, oui. Et donc, par curiosité, je vais aller appliquer le style graphique dessus, sur ces objets. Non, attendez. Oui, là, il y a une subtilité, en effet. Il y a une subtilité, il faut vraiment sélectionner les objets. Parce qu'ils sont mis dans un groupe. Le résultat de la division a créé un groupe. Et si je veux mettre le style graphique sur les différents objets, il faut que j'aille les sélectionner avec la touche majuscule à l'intérieur du groupe. Voilà, oui. Parce que ça, on n'a pas encore vu. Le style graphique, l'aspect mis sur le groupe qui contient les objets ou au niveau des objets, c'est complètement différent. Donc là, le groupe n'a pas de style graphique appliqué sur lui. J'ai été cliquer sur les différentes cibles avec la touche majuscule pour les ajouter toutes. Et j'ai appliqué le style graphique et voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'ils se sont auto-divisés. D'ailleurs, on peut, avec la flèche blanche plus, les séparer. Ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu l'autre jour, diviser les objets inférieurs. On avait créé une ligne et on lui avait demandé de diviser les objets inférieurs. Voilà. Et sauf que ici, les objets qui servent à diviser, ils restent. Voilà, il reste des morceaux. Ils s'auto-divisent les uns les autres. Bien. Je vais aller... D'abord, je vais enregistrer ça, le document. Je vais appeler ça démo division. Voilà. Ok. Alors, je vais aller en arrière, récupérer mes objets de base là, mes 3 objets. Je sélectionne. Donc, j'utilise maintenant l'option pochoir. Et donc, beaucoup moins de division. Et c'est vrai que ça peut être intéressant pour notamment faire des boutons, pourquoi pas. Il y a d'autres moyens d'y arriver, mais ici, ça ne m'a plus fait que 4 objets, en fait. Plus les objets sont sur le dessus, dans l'empilement des objets, plus ils sont au-dessus, moins ils sont divisés, en fait. Logique, celui du dessus n'est pas du tout divisé. Je crois qu'on comprend bien. Là. À partir de là, je vais les activer tous les 4. Voilà, clic, majuscule, clic, majuscule, clic, majuscule, clic. Et leur appliquer le style graphique. Et j'obtiens quelque chose de complètement différent, évidemment, par rapport à la division. Oui. Donc c'est vrai qu'en effet, le pochoir peut être intéressant. Donc la fonction division est intéressante aussi, ça dépend de ce qu'on veut obtenir. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le résultat. Si je veux pouvoir donner une couleur différente là où les objets s'entrecroisaient, ben ici ça ne va pas être possible avec le pochoir. Avec division, ça aurait été possible. Par contre, le pochoir permet de faire des choses sympas comme ça, c'est vrai. Notamment pour appliquer les effets spéciaux, parce que bon...
Si c'est juste pour appliquer des couleurs unies, je veux dire, après pochoir, on ne voit pas la différence, hein. C'est quand il y a des effets spéciaux qu'on va voir, quand il y a des bords, des contours, qu'on va voir la différence. Ben oui, notamment si je mets à tous ces objets un contour blanc, et là on revient à une chose qu'on a vue lundi en fait, hein. Si je mets à tous ces objets un contour blanc épais, voilà, c'est vrai que ça peut être intéressant ça. Je vais le mettre sur un plan de travail pour qu'on puisse juger de ce que ça donne en fait, hein. Parce que là, sur le fond gris, ça ne va pas. Je vais créer un plan de travail ici avec Illustrator, avec l'outil plan de travail. Voilà. Donc, mon groupe, d'ailleurs, je l'ai mis sur le groupe, le contour. Oui. Oui, oui. Mon groupe a un contour blanc. On revient un peu à donc, ce qu'on avait dit pour créer des logos. Ça peut être intéressant. Et qui dit logo dit icône évidemment aussi. Ok. Vous vous souvenez, je le remontre rapidement. Si je veux obtenir les objets ici sur un fond transparent, je vais ici dans le menu affichage afficher le damier transparence. On voit que, ben évidemment, mon contour blanc, il est blanc. Une manière rapide de faire, c'était objet pixelisé. Pixelisé en haute définition 300 pixels par pouce. Puis, fenêtre vectorisation de l'image. Dans la vectorisation, donc j'enclenche la vectorisation en cochant aperçu ou vectorisé. Ça me dit que ça risque d'être lent sur cette grande image. Je dis c'est pas grave, ok. Ça vectorise. Dans les options de vectorisation ici, je vais dire que j'ignore le blanc. Voilà. Et oui, vu qu'il y avait de la couleur sur cet objet, je vais devoir demander une vectorisation en couleur. Et c'est vrai que c'est un peu lent. Ça peut être scripté, cette fonction, hein. Le fait de pixeliser l'image puis de la vectoriser, on peut utiliser un script pour accélérer les choses. Voilà, donc cette fois-ci, le contour blanc a disparu. Par contre, les effets du contour blanc sont toujours là. Il y a de la transparence entre les différents objets. Objet, vectorisation de l'image décomposée, et j'obtiens des vrais vecteurs que je peux sélectionner un à un pour aller changer éventuellement leur couleur de fond. Voilà. Etc. Voilà, en anglais c'est le trim. Ça enlève les parties d'un objet qui a un fond, hein. Les parties d'un objet qui a un fond, ça les enlève, celles qui sont cachées. Et ça enlève des contours s'il y en avait. Et ça ne fusionne pas les objets qui ont la même couleur. Alors, je termine juste ici en montrant qu'on peut faire la même chose avec du texte en fait, hein. Le texte ici, je vais le déplacer là au-dessus, mettre un rectangle par-dessus. Si j'essaye de sélectionner à la fois le texte et le rectangle et demander objet tracé transparent créé ou alors le Pathfinder, la fonction ici, voyons ce que ça va nous faire.
eh bien, le Pathfinder ne met aucun message d'erreur il m'a créé rien du tout en fait. Il n'y a rien qui se passe, les deux objets restent séparés. Objet tracé transparent créé, me met un message d'erreur, impossible. Tous les objets d'un tracé transparent doivent être des tracés. Et donc le problème ici, c'est que mon texte, ce ne sont pas des vecteurs. Donc le texte, je peux le transformer en vecteur en faisant menu texte vectorisé. Ben oui, on ne passe pas par la boîte de vectorisation pour vectoriser du texte. C'est pour vectoriser des images qu'on passe par la boîte de vectorisation. Ici, c'est du texte, c'est donc le menu texte vectorisé. Donc, quelque chose qui existe depuis très longtemps dans Illustrator. Alors visuellement, rien ne change, sauf qu'en fait, ce sont maintenant des vecteurs. Si je me suis gouré dans les lettres, ben, c'est plus possible de les changer avec l'outil texte. Ce sont réellement des vecteurs. Par contre, l'intérêt, c'est que je vais pouvoir éventuellement aller modifier des choses, notamment, voilà, je tire la petite patte du A. Pour faire des logos, ça peut être intéressant aussi. Je sélectionne le B ici. Voyons ce qui se passe si je remonte ça. C'est moche, je n'aurais pas dû sélectionner. Oui, il y a du travail qui va être nécessaire. Oui, donc par exemple, je vais pouvoir sélectionner cette partie-là et la rapprocher. Voilà, donc vous voyez qu'on peut manipuler donc les vecteurs. C'est ça l'intérêt. Et si je superpose un rectangle à ça, et bien maintenant ça devrait fonctionner, mais pas sûr. Hein. C'est un peu plus subtil que ça. Donc vous voyez que je sélectionne le texte vectorisé et le rectangle. Je vais demander objet tracé transparent créé. Et voilà, ça m'a créé un tracé transparent, sauf que il n'a pas de couleur. Si j'essaie de lui mettre une couleur, oui, ça marche. Ok. Donc pas de problème, ça fonctionne. Ça ne fonctionnera pas toujours aussi facilement. Mais là, ça fonctionne. Ok, même problème que tout à l'heure, puisque j'ai appliqué un style graphique spécial. Maintenant que je vais revenir à une couleur plus basique, j'ai un problème, donc je vais réduire à l'aspect de base. Et là, je vais pouvoir réappliquer une couleur unie sans problème. Ok. Donc c'est bien un texte avec un trou. Lui mettre une ombre portée, ça pourrait être bien. Sur l'objet texte. Effet spécial ombre portée. Voilà. Donc l'ombre se met à l'intérieur des lettres. Ah, ça, ce serait un bel exercice à faire. Vous allez faire ça après la pause. Vous allez vectoriser le texte. Vous allez mettre sur un rectangle par-dessus. Vous allez faire un tracé transparent et mettre une ombre. Et pour terminer la chose, vous allez faire un masque, parce qu'on n'a pas encore fait de masque. Oui, parce que ce qui m'intéresse, c'est seulement les lettres sur fond bleu. Oui, c'est vrai que le rectangle, je pourrais le faire plus petit, en fait. Et ça marcherait quand même. Ouais. Dans ce cas-là, l'utilisation d'un masque n'est pas nécessaire. Bon, déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est pas mal. Hein. Comme effet, cet effet d'ombre intérieure, comme si les lettres étaient découpées dans du papier, quoi, ou dans du métal, ça dépend de la texture que je mets sur le rectangle bleu après. Hein. Voilà, donc un exemple d'utilisation du tracé transparent. Il y a des manières de faire ça avec le texte qui reste modifiable. Hein. On verra